Si vous voulez soutenir la chaîne, plusieurs façons de faire, l'abonnement évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne qui traitent notamment de Sword and Sorcery, mais pas que, d'autres jeux, du Shadows of Ringstone, de Lion's End, et d'autres, et j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez être au courant de ce qui se passe au niveau de la chaîne. C'est par l'abonnement que ça se passe, par la petite cloche. Donc n'hésitez pas à activer tout ça. Une vidéo par semaine à peu près, donc les mercredis, plus des petites vidéos bonus de ci, de là. Des dossiers, autre chose que j'essaie de mettre en place, mais en minima, vous avez une vidéo par semaine. Donc si vous voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est encore plus simple. Le pouce en l'air, le commentaire, le partage. Voilà comment soutenir la chaîne, et si vous voulez encore plus être actif dans le soutien, la souscription pour accéder en avant-première aux vidéos, et ça sans aucune pub. Allez, moi j'arrête de blablater et je vous souhaite un bon visionnage. Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons traiter un guide ennemi Sword and Sorcery, les âmes immortelles. On va parler des chamans orques, les derniers ennemis de la boîte des âmes immortelles, la boîte de base, donc l'acte 1. On a déjà traité sur la chaîne tous les héros des âmes immortelles, les ennemis du diablotin jusqu'à Shaman Orc. Shaman Orc, c'est donc le dernier de cette série consacrée à la boîte de base des âmes immortelles. Après, nous allons passer aux ennemis disponibles dans le Portail Arcanes, qui est du coup l'extension, la première extension sortie, et qui nous permet de faire des missions annexes à la quête principale. Voilà, au niveau de l'acte 1. Bon visionnage, après le générique. Allez, nous voilà avec une petite mise en situation. Auriel, Victoria, Torgar et 2 chamans orques verts ici, en plein combat. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça se passe au niveau des chamans. Donc on va d'abord traiter les bleus, pas du tout les verts, puis les bleus et enfin le rouge. Voilà, donc vidéo, on est parti à peu près pour environ 20 minutes avec des exemples de démonstration de déplacement. On va étudier un petit peu sa feuille de comportement, les différents icônes, l'arme qu'il utilise, le gourdin vénéneux en ce qui concerne les chamans verts, et leur pouvoir, leur nuisance, leur capacité de nous enquiquiner en pleine partie. Bref, on va voir tout ça durant cette partie. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur les chamans orques? Ce sont des ennemis de type foi avec un petit point ici, donc vous pouvez les remplacer si vous le désirez par d'autres ennemis avec ce petit point ici. Ce sont des humanoïdes, donc ça c'est quand même important à le noter, parce qu'il y a d'autres capacités, d'autres ennemis qui activent les humanoïdes ou d'autres qui activent les monstres. Les diablotins sont des monstres, les orques et les pillards sont des humanoïdes, donc ça c'est quand même important à noter. On va commencer par regarder un petit peu là, ses cartes de comportement, ses passifs, et ou capacité qu'il y a ici, et son arme. On va commencer par l'arme. Alors attention, l'arme, regardez bien, c'est le gourdin vénéneux, mais c'est sa seule arme. Il n'y a pas de trait entre les deux ici, contrairement aux autres. Je prends ici, tiens, les diablotins, où ici vous avez une séparation ici. Donc là, vous avez les griffes en arme principale, arme secondaire, la pierre. Et bien là, le chaman orc, lui, il n'a qu'une seule arme, et c'est la même. Donc quand on lui dit de faire une attaque avec son arme principale, ou avec son arme secondaire, c'est le gourdin vénéneux qui s'enclenche. Alors le gourdin vénéneux, il est très très pénible, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il fait une touche automatique, un des rouges, pardon, et 3 des bleus. Et en plus de ça, sur un pentacle, il affecte poison 1, et si tu as en plus 2 pentacles, ça fait une zone dans la zone là où il est. C'est-à-dire que si on est comme ça, tac, par exemple, et que lui, il va frapper par défaut le petit poids, donc on va dire Torgar, gourdin vénéneux, il va faire 3 pentacles, c'est poison pour tout le monde, voilà. Donc déjà, pas forcément bon signe de se regrouper autour du chaman orc. Regardons ses différentes capacités, notamment la protection spirituelle mineure, dont dispose le chaman orc. Donc il a cette version mineure pour la version verte. On verra après comment ça se passe au niveau du bleu et du rouge. Donc protection spirituelle mineure, avant de défendre, lancer un des bleus. Si on fait un diablotin, l'attaque est ignorée. Donc c'est bien simple, tu as beau lancer 27 dés et lui faire 35 000 touches, si lui, il décide de lancer un des bleus et qu'il arrive à faire un diablotin,
l'attaque est juste annulée. Donc attention quand même au niveau des chamans de ne pas trop concentrer ses forces sur une seule et même attaque. Peut-être vaut-il mieux faire contre lui plusieurs petites attaques qu'une seule attaque massive. Il a la capacité de malédiction de rang 1, donc qui se déclenche quand il est ici, mais on va voir ce que ça fait. Sauf si sauvegarde réussit, jusqu'à la prochaine phase de préparation, le héros ciblé subit moins 1 d'armure et moins une touche, à moins que lance une sauvegarde. Donc il va aller maudire quelqu'un qui va taper moins fort et qui va défendre. Ouais, je suis désolé, moins efficacement. Il a une charge, donc quand il arrive en jeu, on lui met le chiffre qui est indiqué sur sa feuille de personnage qui sera sur le côté, avec le chiffre 1, sachant que l'utilisation d'une capacité consomme une charge. Donc là, avec une charge, et sa capacité, c'est résurrection. Générer le premier ennemi de la défausse dans la zone du chaman orc. On tue un ennemi, il va dans la défausse, normal, et bien le chaman orc, s'il lance résurrection, il va pouvoir le ramener à la vie et le mettre dans sa zone. Donc là encore, attention, si résurrection va être lancée, eh ben, c'est quand même intéressant d'essayer de faire en sorte que la pioche, en tout cas la défausse des ennemis, soit vide. Son comportement spécial, c'est le soin. Il va soigner 2 blessures à tous les humanoïdes, c'est écrit en gras, attention, les diablotins ne sont pas concernés, distant d'un maximum de 1 zone. C'est-à-dire qu'il va soigner là, et soigner en zone. Il soigne lui-même, on dit bien tous les humanoïdes, on ne dit pas tous les autres humanoïdes. Donc lui est concerné par le soin. Distant d'un maximum de 1 zone. Voilà pour ces différents comportements, ces différentes capacités, on va voir ces différents comportements. Alors, son ennemi favori, c'est l'ennemi de type foie. Donc là, dans mon exemple, Torgar sera un ennemi de type foie. On va se mettre comme ça, et ensuite on va le sortir, on va juste se concentrer sur celui-là. De 0 à 1 case. S'il est blessé, il va utiliser soin. Soin, c'est quoi? C'est ça. Sinon, s'il n'est pas blessé, il va utiliser résurrection. C'est ça. Il attaque avec gourdin vénéneux. Et il s'éloigne de 1 zone. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer Torgar, sans se déplacer. On ne lui dit pas de se déplacer, hein, d'accord? Il ne bouge pas, il reste dans sa zone. Il va attaquer, donc il va soin ou résurrection. S'il est blessé, il fait soin. S'il est blessé, il fait résurrection. Donc il va régénérer, admettons, un autre ennemi ici. Voilà. Alors l'ennemi est régénéré, hein, il n'est pas activé. Hein. Il va attaquer avec gourdin vénéneux, Torgar. Il va s'éloigner d'une zone de sa cible. Donc sa cible étant lui, il va s'éloigner d'une zone, donc il va donc ici. Je vais reprendre un petit peu les règles de l'éloignement. On l'a vu dans la vidéo sur les pillards, mais grosso modo, je vais en reparler un petit peu comme le mot arrive ici. Quand il s'éloigne, il cherche à s'éloigner de sa cible, mais il va d'abord essayer de cibler un chemin lui permettant, un chemin fait avec des cases vierges, vides. Une case vierge, ça c'est une case vierge. Ça c'est pas une case vierge, il y a victoire à l'intérieur. Ça c'est pas une case vierge, il y a un token de feu à l'intérieur. Dans cet exemple-là, si on est comme ça, il va chercher à s'éloigner de Torgar de 1 case. Il va donc aller soit ici, soit ici. Pourquoi pas là et pas là? Parce qu'il y a des zones avec des obstacles. Et c'est écrit dans le livre des règles, page 50, il évite les zones avec des obstacles. Donc il va aller soit ici, soit ici. Là, dans ce choix-là, c'est au joueur qui le contrôle de choisir soit il va là, soit il va là. On est dans cette situation-là. Il cherche à s'éloigner de Torgar parce qu'il tape toujours de 0 à 1, donc soit là, mais l'ennemi de type foie, c'est Torgar. Il va donc s'éloigner, soit en allant ici, soit en allant ici. Il est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner de Torgar, donc la possibilité, il peut aller soit là, soit là. Là, c'est une zone avec obstacle, donc il va juste aller ici. Il y a différentes autres possibilités. On est comme ça, là il y a du feu, là il y a un héros, et là il y a encore un héros. Et bien là, dans ce cas-là, il va aller dans cette zone-là. Même si il y a l'obstacle, cette case n'est pas vide. Il va donc aller ici. Si pas de bol, il y a un héros ici, il y a un héros ici, enfin du coup que tout est utilisé, bon là c'est pas le cas, parce que là il pourra très bien fuir ici. Voilà, donc bon.
L'éloignement d'un ennemi se gère de cette façon-là. Il va tenter de s'éloigner au maximum du nombre de zones indiquées ici. Et après, en cas d'égalité, et que si on n'arrive pas à déterminer la case dans laquelle il s'en va, c'est au personnage qui le contrôle de le jouer. S'il est entre 2 et 3 cases de distance d'un ennemi de type foi ou un autre ennemi, si on est ici par exemple, 2-3 cases, 0, 1, 2, 3, hop, là comme ça, là, donc 2, 3, 2, on a Auriel qui est un mage, là Torgar qui est un prêtre, donc de type foi, c'est bien évidemment Torgar qui va prendre la sauce. Si on est dans ce cas-là, Torgar est plus loin, 1, 2, 3, 4, donc il n'y a pas de souci. Si on est dans ce cas-là, il n'y a pas de ligne de vue entre là et là, parce que ça passe hors du terrain. Donc, c'est effectivement Auriel qui va prendre la sauce. 1, 2, 3. Voilà. Et pas 1, 2, 3, parce que de toute façon, il n'y a pas de ligne de vue. Il va utiliser Malédiction 1. Donc on avait Malédiction 1, qu'est-ce que ça faisait? Jusqu'à la prochaine étape. La prochaine phase de préparation, pardon. Le héros subit moins une touche, moins un armure. Donc dans notre cas-là, Auriel va être affaibli. Et il attaque avec son gourdin vénéneux. Ça fait quoi, gourdin vénéneux? On l'a vu comme tout à l'heure. Une touche automatique, un dé rouge, 3 dés bleus, poison sur un pentacle, 2 zones sur 2 pentacles. Si jamais il est hors de vue de n'importe quel ennemi, il n'arrive pas à cibler un ennemi, eh bien il va se déplacer d'un maximum de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc le plus proche, ce serait Torgar, 1, 2, 3, 4, 5, ou Auriel, 1, 2, 3, 4, 5. Là dans l'idée, peu importe, parce que de toute façon il va faire 1, 2, maximum de 2 zones, vers le héros le plus proche. Et il utilise soin, il utilise résurrection. Donc soin, il va permettre de se soigner, lui et les autres. Résurrection, là, il va essayer de ramener à la vie quelqu'un dans la zone où il atterrit. Et voilà à peu près pour le chaman vert. Donc le chaman va faire attention, il attaque fort au corps à corps avec son gourdin, il attaque fort à distance avec son gourdin, il ramène les autres à la vie, il peut annuler complètement une attaque. Des ennemis qu'on rencontre vers la moitié, je dirais, on commence à en croiser à la moitié de la boîte de base, et ils sont présents sur la fin. Ils sont excessivement forts, excessivement pénibles. Donc attention à eux, à ne pas se laisser submerger par ces bestioles-là. On va maintenant traiter le chaman bleu. Le chaman bleu, lui, il cible les ennemis de type mage. Donc là, dans notre configuration, ça sera bien évidemment Auriel qui sera la cible préférée du chaman bleu. Il a à peu près le même type de comportement, à quelques différences près au niveau des armes. Déjà, il n'utilise pas un gourdin vénéneux, mais un gourdin de gel. Le gourdin de gel fait toujours une touche automatique, un dé rouge, 3 dés bleus. Et en plus, il permet de ralentir l'ennemi, et sur 2, il étourdit. Donc ralenti, tu es ralenti dans tes actions, donc tu ne peux plus faire qu'un mouvement ou une action spéciale ou un combat. Étourdi par ton tour. Donc attention, ça c'est vraiment très très contraignant. Il a une protection spirituelle, là où le chaman vert avait une protection spirituelle mineure, c'est-à-dire que sur un lancer de dés, il faisait un diablotin et ça annulait l'attaque. Là, il lance un dé bleu, il faut faire un pentacle et attaque ignorée. Donc c'est encore plus compliqué. On retrouve la malédiction de rang 1, comme pour le chaman bleu, sauf la sauvegarde est réussie jusqu'à la prochaine phase de préparation, moins une touche, moins un armure. Il a l'esprit sauvage. L'esprit sauvage, donc déjà quand lui va arriver, il va arriver avec 2 charges sur sa feuille sur ses feuilles d'ennemis, et pas un comme le chaman vert qui est ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui demande d'utiliser l'esprit sauvage, il va consommer une de ses charges, ça ne prend qu'une seule charge. Si possible, il active l'ennemi en jeu du plus haut rang. Sinon, il génère un monstre dans la zone du chaman orc. Ça veut dire quoi? Donc il va activer l'ennemi en jeu du plus haut rang. Donc le plus haut rang, je vous rappelle, violet, rouge, bleu et vert. Donc, on regarde un ennemi en jeu parmi tous les ennemis qui sont en jeu, et on va activer celui du plus haut rang. Lequel on choisit? Eh bien, c'est simple, on va déjà regarder si la personne, la personne qui contrôle ce chaman a d'autres ennemis laissés à sa gestion. Si c'est le cas, et on regarde si c'est bien l'ennemi de plus haut rang,
et c'est pas le cas, on va voir le jour d'après, etc., etc. Voilà. Donc l'idée, c'est d'activer vraiment l'ennemi en jeu du plus haut rang. Voilà. Donc, ça peut être un rouge, ou un bleu, ou le prochain bleu, bref, voilà. C'est assez simple. Sinon, il va générer un monstre ennemi dans la zone du chaman orc. Alors pour générer un monstre ennemi dans la zone du chaman orc, c'est assez simple, hein. Tu prends la pioche des monstres, et tu vas tirer les cartes jusqu'à ce que tu tombes sur un monstre. À savoir dans la boîte de base, un diablotin, ou une horde de diablotins, c'est aussi un monstre. Et à partir du moment où tu as tiré tes cartes, jusqu'à ce que tu tombes sur un monstre, là tu le génères dans la zone du chaman. Ça lui coûte une charge. Une compétence, et c'est une charge. Il en a deux. C'est qu'il va pouvoir faire esprit sauvage relativement facilement, presque 2 tours de suite. Et son esprit démoniaque, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui permet de regagner une charge. Donc là, il consomme des charges, et avec ce pouvoir-là, il va pouvoir consommer une charge ici, et recharger une charge ici. De 0 à 1, il attaque avec Gourdin du Gel. Il utilise Esprit Sauvage, il s'éloigne. Donc le chaman orc est ici. Donc s'il a 0 à 1, il cible l'ennemi de type mage. Donc dans notre exemple ici, il va cibler Auriel. Il va la taper avec son Gourdin du Gel, donc faire tout ça. Il va utiliser Esprit Sauvage. Il va activer un autre ennemi de plus haut rang. Donc si jamais j'ai un autre chaman bleu qui est ici, eh bien ce chaman bleu sera activé. Si j'ai un chaman vert et que j'ai que ça, ce chaman vert sera activé. Et si j'ai un bleu, un vert, bah, du coup ce sera le bleu qui sera activé, bien évidemment. Voilà. C'est valable pour tous les autres ennemis. Hein. Si jamais tu as un orc bleu et un chaman vert, bah, l'orc bleu c'est l'orc bleu qui sera activé. Si tu as un diablotin rouge et un diablotin vert, ce sera le diablotin rouge qui sera activé, etc., etc. Donc, il utilise Esprit Sauvage et il s'éloigne d'une zone. Voilà. Le éloigné, on l'a vu juste avant avec le chaman vert. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que la notion d'éloigné. Hein. On vient de le voir à l'instant. De 2 à 3 zones, il utilise Malédiction 1, c'est-à-dire qu'il va les maudire sa cible en lui infligeant, à partir de maintenant, il fera moins une touche et moins d'armure. Et il attaque Gourdin du Gel. De 2 à 3 cases. 0, 1, 2, ici. Donc c'est Auriel qui va subir encore une fois sa foudre. Si on est dans ce cas-là, même si Torgar est devant, du coup si Torgar est devant, là c'est un peu différent parce que si Torgar est devant, c'est Torgar qui va prendre cette partie-là. Du coup, de 0 à 1, c'est Torgar qui prend. Si on est comme ceci, 0, 1, il ne se passe rien, 2, 3, 2, 3, j'ai à la fois Torgar ennemi de type foi et Auriel ennemi de type mage, et bien c'est donc type mage, Auriel, qui va prendre les malédictions et le Gourdin du Gel. Ensuite, son action qui dit que si jamais il voit personne, il va se déplacer de une case vers le haut plus proche. Donc il va faire ça. Il va utiliser l'Esprit Sauvage. C'est quoi l'Esprit Sauvage? Il va essayer d'activer un ennemi. Sinon, il va générer un monstre dans sa zone. Alors attention, on dit qu'il active un ennemi, mais c'est pas forcément un ennemi en ligne de vue. Hein. Si jamais ici, tu as l'autre chaman qui est ici, et que c'est lui l'ennemi le plus haut rang, qu'il n'y a pas d'autre ennemi du tout, c'est lui qui sera activé. Si jamais tu as plusieurs ennemis de même rang, c'est-à-dire qu'un joueur va avoir le chaman vert à diriger, le joueur du haut va avoir un diablotin vert à diriger, eh bien, dans quel sens on détermine quel ennemi activer, parce que là, on nous dit bien d'activer l'ennemi en jeu de plus haut rang, eh bien, tu fais ça par ordre, sens horaire. Hein. Tu pars du joueur qui contrôle le chaman bleu, qui peut être ici par exemple, et on tourne dans ce sens-là. Voilà. Et on regarde, est-ce que lui, il a l'ennemi le plus haut rang? Non. Est-ce que lui, l'ennemi le plus haut rang géré? Non. Est-ce que lui, oui, lui il a un vert. Ok. Lui, il a un vert aussi. Bon, bah du coup, hop, c'est lui qui s'active en premier parce qu'il est tombé en premier dans la liste, dans la boucle des trucs à gérer. Tout simplement. Et c'est tout pour le chaman bleu. On passe au rouge. Alors, le chaman rouge, lui, il est méchant, savamment. C'est une espèce de mix entre le vert et le bleu. Il va taper les ennemis de type foi. Il a comme arme un gourdin de lave qui fait 2 touches automatiques. 1 des rouges, 4 des bleus. Sur un pentacle, feu 2. Sur 2 pentacles en zone. Donc autant te dire que le gourdin de lave, il fait très mal. Toujours la protection spirituelle, comme pour le chaman bleu, à savoir, sur un pentacle, l'attaque est ignorante.
Malédiction 2, sauf si sauvegarde ici jusqu'à la prochaine phase de préparation, le héros ciblé subit non pas moins 1 d'une touche, moins 1 d'armure comme pour les deux autres, mais moins 2 et moins 2. Donc attention, là, ça commence à piquer. Il a l'action de résurrection, un peu comme le chaman vert avait, sauf que lui, il commence avec 2 charges sur sa feuille de personnage, et pas 1 comme le chaman orc, et résurrection ne coûte toujours que 1. Force démoniaque, on active cet ennemi. Donc si jamais il y a une carte qui dit ok, activer les ennemis, activer leur truc là, hop, du coup il va s'activer. Voilà, tout simplement. Regardons un peu maintenant ses comportements. De 0 à 1, s'il est blessé, il utilise résurrection. Contrairement à lui, où il avait soin. Mais là, donc, il va utiliser résurrection. Donc, il va tenter, si jamais il est blessé, il va tenter de ramener à la vie le premier ami de la défausse des ennemis. Ensuite, s'il est blessé, il fait résurrection. Sinon, il va utiliser malédiction 2. Donc là, dans ce cas-là, 0, 1, il n'y a personne, mais si j'ai ça et ça, par exemple ici, eh bien, il cible en priorité les ennemis de type foi, donc Torgar est un ennemi de type foi, Auriel est assez tranquille, donc 0, 1, 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, s'il est blessé, il utilise résurrection, pour le rajouter ici, et lancer malédiction 2 sur qui? Sur Torgar. Ensuite, il attaque avec Gourdin de lave. Attention, ça peut être un feu en zone, donc Auriel, finalement, peut se prendre un dégât, et il s'éloigne d'une zone. Le s'éloigner, on en a parlé, on va pas recommencer. Là, dans ce cas, il va ici. De 2 à 3. 0, 1, 2, 3. Même comme ça. 0, 1, 2, 3. Ça marche aussi. Il va utiliser malédiction 2 sur qui? Sur la ligne de type foi, donc toujours notre ami Torgar qui est ici, même si Auriel est devant, comme c'est sur la partie 2-3, eh bien, on regarde ce qu'il y a à 2 à 3. Il attaque avec Gourdin de lave. Voilà. Si jamais il est hors de vue, qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer maximum 2 zones vers le plus proche. 1, il n'y a toujours personne. 2, ah voilà. Et il utilise résurrection. Ça lui permet de générer un ami de la défausse et le mettre dans sa zone. Alors les chamans, on a fini avec leur comportement, c'est assez rapide. Hein. Les chamans, attention, ils tapent fort. C'est vraiment... ils tapent très fort. Tu peux dire, c'est des magiciens, pas trop de problème. Ils tapent vraiment fort, peut-être quasiment autant que les guerriers orques, parce qu'ils ont énormément de dés à lancer sur l'arbre. C'est assez incroyable. Et puis surtout, ils ne sont pas tout seuls. Là, ici, tu as résurrection. Là, ici, tu as esprit sauvage. Donc là, il va ramener quelqu'un à la vie. Là, il va générer un monstre avec esprit sauvage. Donc, attention. Il tente de s'éloigner. L'endroit idéal pour taper le rouge, c'est d'être à 2-3 cases de lui, de le maintenir à ce niveau-là. Parce que du coup, il fera quoi qu'il arrive malédiction et Gourdin de lave, dans tous les cas. Sauf que là, il va s'éloigner d'une case. Donc, attaque à distance, si on peut arriver à l'attaque à distance. C'est un peu le principe pour tous. D'ailleurs, tous les chamans qui tentent de s'éloigner, s'ils sont trop près, ce sont vraiment des lanceurs de sorts, donc ils vont se mettre le plus loin possible des cibles. Mais toi, si jamais tu t'approches, eh ben, tu vas prendre un petit peu cher, tu vas activer ses compétences de soins et de résurrection. Donc il vaut mieux essayer de rester à 2-3 zones de chacun. C'est vraiment le point idéal pour essayer de les fracasser. Mais ça reste compliqué parce que si tu t'approches d'eux, ils se soignent, ils ramènent des gens à la vie, ils se soignent, ils font un esprit sauvage pour activer d'autres ennemis. Voilà, c'est assez compliqué. C'est nos orques. Nos trolls. Nos chamans, pardon, j'y arrive. Écoute, c'est tout ce que je vais vous dire sur les chamans orques. On a fait le tour des monstres de la boîte de base des âmes immortelles. On va traiter dans des vidéos futures les personnages présents dans la boîte du Parthès Arcane. Il y a des Nightwalkers, des marcheurs du vide, je ne sais plus comment ça s'appelle, des Efrites, et les invocateurs qui sont liés à tout ça. Voilà. Donc on a un humanoïde et des esprits. On va voir un petit peu comment ça peut se gérer et quel tracas ils vont nous faire dans le bout du museau. Tout simplement. Moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez cette vidéo.
N'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. etc. Vous connaissez la rengaine, en plus j'en ai parlé en début de vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye. Wouh!